Bonjour Marie Chantray, votre invitée aujourd'hui. Elle est spécialiste de la Russie, grand reporter. Elle y est allée il y a quelques semaines. Elle y retourne bientôt. Elle va nous aider ce matin à comprendre la séquence de ces dernières 48 heures et le regard qu'a notamment Vladimir Poutine. Bonjour Aniva. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes notamment l'auteur d'un continent derrière Poutine, point d'interrogation, aux éditions du Seuil et réapparu récemment en poche. On va parler forcément de cette séquence européenne, tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Ils se sont rendus avec Emmanuel Macron ensemble hier au Conseil européen à Bruxelles, après un passage par Londres et Paris. D'abord, votre regard sur cette séquence, réussie ou pas ? Le voyage de Volodymyr Zelensky en Europe est un voyage absolument triomphal. Oui, en ce sens-là, il est réussi dans le sens de l'image que veut projeter Volodymyr Zelensky, qui est l'image... Il faut prendre un petit peu de distance quand même. Ça va faire 1 an que cette guerre dure. Et Volodymyr Zelensky est un président courageux, qui est resté sur place alors qu'il avait la possibilité de partir en exil, puisque les Américains le lui avaient proposé il y a 1 an, au début de la guerre. Il y a des plans d'exfiltration. Refusé. Donc, si vous voulez, la population ukrainienne a fait corps autour de ce président, qui est un président courageux. Ça va, c'est sans aucun doute. Maintenant, il y a la partie militaire. Il n'est pas en charge de la partie militaire. Il y a le chef d'état-major, Zaloujny, qui est un chef d'état-major ukrainien, qui est très apprécié par les militaires. Donc, Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qu'il fait ? Il met la pression, Marie. Il met une pression politique constante. Quand il est chez lui en Ukraine, quand il fait ses allocutions télévisées tous les soirs et qu'il s'adresse au président européen, mais il la met encore plus, évidemment, quand il se déplace. C'est seulement son 2e voyage hors d'Ukraine en 1 an. Vous vous souvenez qu'il a été à la fin de l'année dernière à Washington. Et que justement, du côté de Bruxelles, ça avait un petit peu coincé. C'est-à-dire, on s'était dit, il va en premier voir Washington. Mais c'est tout simple. Pourquoi il va voir Washington en premier ? C'est parce que, en fait, il va voir les premiers donateurs. Les premiers donateurs sont les Américains. Ensuite, il a été voir Londres avant de venir en France et à Bruxelles. Votre regard de journaliste, d'ailleurs, Londres a été annoncé à la toute dernière minute. On l'entend pour des raisons de sécurité notamment. Bruxelles, ça bruissait depuis quelques jours. Et puis, c'est glissé entre les deux. Un passage par Paris, un dîner avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Unité franco-allemande. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une erreur diplomatique de ne pas passer par Paris? Parce qu'on sent quand même que ça a été préparé à la toute dernière minute. Non, ça n'a pas été préparé à la dernière minute. C'est les questions de sécurité qui obligent au secret et au fait que nous, les journalistes, ne soyons pas au courant, comme nous sommes d'habitude au courant des déplacements à l'avance. Parce que la vie de Volodymyr Zelensky est menacée. Mais Volodymyr Zelensky est un président d'un pays en guerre. Ouais. Donc, ça n'est pas un président comme les autres. Donc, il est absolument normal qu'on ne soit pas au courant de ses déplacements. Maintenant, le genre, si vous voulez, ces déplacements induisent évidemment des tractations entre les diplomates et nos représentants au plus haut niveau, et c'est tout à fait normal. Qui sont constantes d'ailleurs. Constantes, absolument, et qui sont normales, qui permettent justement de mettre en place de façon très rapide ces réunions. Le passage par la France était quand même assez évident. La France est une puissance nucléaire, donc il est normal que la France soit du voyage. Il aurait été anormal qu'il ne passe pas par la France. Il est passé par l'Angleterre en premier, on vient de le dire, on vient de le souligner. Il a vu le roi Charles III. Ça a été une visite extrêmement intéressante du point de vue justement symbolique et même touchant, avec de l'émotion. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, il l'a dit quand il était avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz chez nous en France avant-hier, il veut remettre de la sincérité et de la reconnaissance dans les relations internationales. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il était avec avec le roi Charles III ? Il a dit, vous êtes un roi pilote de bombardier, et nous, chez nous, tous nos pilotes sont des rois. Écoutez, il a le sens de la formule. Parce qu'on y reviendra, il y a ces demandes répétées, insistantes d'avions. Donnez-nous des ailes. Donnez-nous des ailes, absolument. On y reviendra dans quelques instants, mais d'abord, vous en parliez de la personnalité de Volodymyr Zelensky. Les mots qui claquent, des formules. Le roi de la communication aussi, toujours avec son sweatshirt, pas de costume, cravate. Vous avez raison de le souligner. Et ces mots-là que je retiendrai, si l'Ukraine tombe, c'est votre mode de vie qui disparaît. Voilà ce qu'il dit hier à Bruxelles. C'est ça aussi, le personnage Volodymyr Zelensky. Écoutez, Volodymyr Zelensky n'a
qu'une idée en tête. C'est celle de se faire aider par les pays occidentaux pour gagner cette guerre. Et se faire aider, ça veut dire obtenir des armes. Et il demande tout type d'armes. Mais effectivement, ça n'est pas parce qu'il a demandé une fois qu'il va l'obtenir. Donc il ne demande pas une fois, il demande maintes fois. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je fais du Volodymyr Zelensky, il met la pression. Il met la pression. Et en 48 heures, il n'a cessé de le répéter, exactement. en effet. Alors que il est venu, enfin il y a eu un sommet Union européenne à Kiev, il y a une semaine, où là, il a obtenu certaines choses, où là, il y a eu des tractations très importantes. Vous avez vu les lignes bouger. Donc, si vous voulez, sa tournée d'aujourd'hui, elle était, enfin d'hier et d'avant-hier, elle n'était pas spécialement... Il savait qu'il n'allait pas obtenir forcément tout de suite, directement, parce qu'il venait de le dire, des avions. Mais simplement, ce qu'il sait, c'est que c'est en le disant et en le répétant qu'il fait réfléchir ses interlocuteurs. Et d'ailleurs, les leaders européens, les dirigeants européens lui répondent, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas lui répondre. Justement, la transition est toute trouvée. Lui répondent Emmanuel Macron en tête. Mais à leur façon, Emmanuel Macron. À leur façon. À sa façon. Maniant aussi une certaine forme de... En même temps, conférence de presse en pleine nuit. Et sur, justement, la question des avions de combat, cette réponse, je n'exclus absolument rien, mais je considère aujourd'hui que ça ne correspond pas aux besoins de l'Ukraine. Est-ce que le président ukrainien repart bredouille de ces 48 heures de tournée européenne? Non, il ne repart pas bredouille, parce que je ne pense pas qu'il raisonne en ces termes-là. Il constate qu'à chaque fois qu'il vient, il est accueilli avec beaucoup d'émotion. On a vu à Westminster le public debout pour l'accueillir. On l'a vu également hier à Bruxelles. Donc, il voit qu'il fait de l'effet. Volodymyr Zelensky, c'est un homme, c'est un acteur, c'est un homme de communication, c'est un homme qui sait ce que c'est que la séduction. La séduction en politique, vous savez, ça compte. Sur la photo de famille, Ça des 27 aussi. Oui, absolument. L'hymne ukrainien entonné dans le Parlement, ce sont des symboles extrêmement applaudi forts. par tout le monde sur cette photo de famille, juste avant la photo de famille, sauf, vous savez par qui bien sûr, par Viktor Orban, le président de Hongrie, qui... néanmoins, lui a serré la main. Donc, chacun a sa façon de montrer qu'il est peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Mais si on prend de la hauteur, ce voyage est une réussite parce qu'il montre à la Russie, qui est en face, que les 27, même s'il y a quelques dissensions entre eux, sont quand même unis face à cette guerre qui gêne tout le monde, qui fait peur à tout le monde et qui gêne tout le monde. Parce que la guerre n'est pas encore gagnée. Et on arrive à quasiment 1 an de guerre. Pourquoi, selon vous, cette tournée a eu lieu précisément maintenant, en tout cas cette semaine? Il fallait marquer le coup aussi, il fallait envoyer des signaux. Bien sûr, on est sur le terrain, parce qu'il faut qu'on parle quand même un petit peu du terrain, Marie. Et on y vient. Sur le terrain, il n'y a pas de victoire claire pour le moment. Donc, pour contrer cette absence de victoire claire, il faut absolument être gagnant sur un autre front, qui est le front justement informatif de la communication, le front de la diplomatie internationale. Et c'est la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky s'est permis de sortir de son pays, de prendre le risque d'en sortir pour aller faire cette tournée à des dates qui sont quasi proches de ce fameux anniversaire du 24. Pourquoi la prudence aujourd'hui de la France quant à la livraison d'avions de chasse? J'aimerais votre regard là-dessus. Pourquoi je n'exclus rien, mais en même temps, on sent bien que ce n'est pas du tout imminent et que ça ne se fera pas tout de suite. Il le dit d'ailleurs, le président français. Mais le président Macron n'est pas le seul à le dire. Tout le monde sait que ces avions peut-être seront livrés un jour, mais là, il y a une différence entre ceux qui pensent au sein de l'Union européenne qu'on peut les livrer vite, donc sans forcément trop former les pilotes, et ceux qui ne pensent pas cela, c'est-à-dire qui pensent qu'on peut ne pas former, mais c'est-à-dire qu'on donnerait d'autres avions. Donc là, on retrouve la ligne de fracture entre les Européens qui sont plutôt les ex-Européens de l'Est et qui, eux, ont des avions qui sont des avions ex-soviétiques et qui n'ont pas besoin, pour les donner à l'Ukraine, qu'il y ait de la formation sur ces avions. Et nous autres, qui possédons des avions aux normes OTAN, et ces avions-là, il faut former les pilotes, il faut former les techniciens. Et ce sont des mois de formation des mois. À l'issue. Donc ça n'est peut-être pas forcément de la mauvaise volonté. C'est le fait que l'Union européenne et l'OTAN tient à ce que ces valeurs, si vous voulez, même techniques, concrètes sur ces avions, ne soient pas minimisées.
On ne peut pas, c'est pas parce que ça presse qu'il faut céder au fait que ça presse. Mais la grande différence côté ukrainien et côté russe, c'est que les Ukrainiens ont besoin d'aide très vite, alors que les Russes ont le temps. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. On va y venir, et d'ailleurs ce qui se passe sur le terrain, mais côté russe, les réactions n'ont pas tardé, avec ces phrases et ces menaces finalement. Dans un tel scénario, si des avions étaient livrés, la moisson sanglante du prochain cycle d'escalade sera sur votre conscience, s'adressant ça, c'est l'ambassade de Russie à Londres. Absolument, des mots très forts. Ça n'est pas le Kremlin. Ce n'est pas le Kremlin. C'est une représentation du Kremlin. Il faut y faire une différence, selon vous ? Écoutez, la parole du porte-parole de l'ambassade de M. Poutine, qui s'appelle Dmitri Peskov, est quand même plus importante que celle d'une ambassade. Mais pourquoi cette ambassade a réagi ? Cette ambassade a réagi parce que Volodymyr Zelensky est allé à Londres. Se trouver sur le bien sol évidemment. britannique. Donc c'est une espèce de ping-pong diplomatique, si vous voulez. Mais de toute façon, je pense que M. Peskov, le porte-parole du Kremlin, aurait pu dire la même chose. Valide ses propos, Voilà, avec exactement. des menaces à peine voilées. Il n'y a pas grande originalité dans ce que vous venez de me dire qu'a dit l'ambassade de Russie en Angleterre. C'est la formule qu'on nous sert habituellement pour dire qu'il y aura une réaction. Avec à chaque fois la menace nucléaire qui est comme ça maniée, sans jamais être dit, en tout cas pas récemment, mais ça a été dit, hein, mais évidemment, par Vladimir Poutine lui-même. Mais récemment un peu moins, en tout fait. cas entre les lignes. C'est à prendre clairement au sérieux selon vous aujourd'hui ? Mais nous menons plusieurs guerres, comme je vous l'ai dit. Et effectivement, Vladimir Poutine sait très bien que quand il dit, avec plus de clarté que ce qui vient d'être dit là par son ambassade à Londres, qu'il pourrait utiliser l'arme nucléaire, ça sème une panique absolument absolue partout dans tous les pays occidentaux. Donc il le fait volontairement, à dessein, consciemment, bien sûr, quand il a envie de le faire. Et ensuite, consciemment, il ne le fait plus, si vous voulez, Marie. C'est la pratique du chaud et du froid. En même temps, moi qui reviens de Russie et qui vais y retourner et qui connais bien cette population, qui essaye de la comprendre, comprendre ne veut pas dire être d'accord, hein, je le souligne. Moi, je fais mon métier. J'essaye de comprendre en tant que reporter sur le terrain. La population russe souvent dit que, effectivement, nous avons l'arme nucléaire. Sous-entendu, nous sommes forts et l'Ukraine nous mène une bataille alors que l'Ukraine n'a pas cette arme et donc nous sommes plus forts et donc nous avons intérêt à gagner. Si vous voulez, le peuple russe a l'impression que posséder l'arme nucléaire, en quelque sorte, les protège. Mais parce que nous avons tous oublié, nous, dans les pays occidentaux, puisque nous sommes, Dieu merci, en paix depuis plusieurs décennies, mais nous sommes en paix grâce à la dissuasion nucléaire. Nous ne sommes pas en paix comme ça. La paix, si vous voulez, finalement, c'est presque un rapport de force de tous les instants que nous avons oublié et que Vladimir Poutine nous a rappelé depuis 1 an avec cette invasion de l'Ukraine. Anne Niva, vous le disiez il y a quelques semaines, vous étiez en Russie. Comment avez-vous senti justement l'opinion russe, unie ou divisée, derrière son président ou plus mitigée ? Quels sont finalement les sentiments avec lesquels vous êtes repartis de là-bas ? La population russe n'est pas unie, tel un seul homme, pour cette guerre derrière son président Vladimir Poutine. D'abord, je rappelle, je suis désolée, je le redis à chaque fois, mais ce pays est le plus grand pays du monde. C'est 11 fuseaux horaires. Il n'y a pas une opinion. Un tiers des terres émergées. Donc, si vous voulez, le président Poutine en joue. Il est très difficile de fomenter une révolte en Russie parce qu'il faudrait que tout le monde soit uni. Or, ça n'est pas possible. Donc, il y a des foyers de dissension qu'on a vu apparaître d'abord il y a 1 an, c'est-à-dire au lendemain du 24 février. Mais tout de suite, des lois ont été promulguées pour empêcher le citoyen russe lambda d'aller manifester dans la rue. Parce que s'il le fait, police, menottes, prison. Avec des images extrêmement violentes. Certains sont partis aussi, ceux qui avaient les moyens. Partis, oui, mais ce n'est pas toute la population russe qui est sûr. partie. Ensuite, on a vu d'autres foyers de dissension, des mécontentements, de la colère, après le 21 septembre dernier, au moment de la mobilisation des citoyens russes, vous vous en souvenez. Et Vladimir Poutine n'a toujours pas fait de 2e vague de mobilisation. La seule raison pour laquelle il ne l'a pas fait, Marie, c'est qu'il redoute les conséquences de cette seconde vague de mobilisation. Sur l'opinion ? Il a peur, absolument, pour sa propre opinion. Il le fera s'il est obligé, mais pour le moment, il estime qu'il n'est pas obligé. D'ailleurs, preuve en est, Marie, ils vont chercher des potentiels soldats dans les prisons. Et ça n'est pas seulement la milice privée Wagner qui va chercher. On a vu ces images, vous vous souvenez, avec Yevgeny Prigojine qui dirige cette milice. Mais aujourd'hui, depuis quelques semaines, il y a des informations selon lesquelles on va chercher des membres du MVD
NKVD, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur russe, et également du FSB, c'est-à-dire des services de renseignement russes, de sécurité russe, oblige des prisonniers à aller combattre sur le terrain. Et tout ça, c'est pour éviter une deuxième vague de mobilisation. Pour éviter ça, et peut-être le signal aussi qu'une contre-offensive russe est en train de se préparer. En tout cas, certains le pensent. Volodymyr Zelensky le pense aussi. Mais Volodymyr Zelensky, bien sûr qu'il le pense. Son pays est en guerre. La guerre ne va pas s'arrêter par une baguette magique. Au vu de la situation sur le terrain, Marie, avec des milliers d'hommes mobilisés et quelque chose... Toute guerre, il y a 3 phases. Dans toute guerre, 3 phases. La première phase, c'est la surprise, l'attaque de départ. On l'a eu il y a un an. C'est la Russie, le 24 février 2022, qui a attaqué, envahi l'Ukraine. Ensuite, il y a une seconde phase dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, qui est une phase où chaque partie belligérante cherche son avantage. Et chaque partie belligérante pense qu'elle a encore les moyens de gagner la guerre. Aujourd'hui, les Ukrainiens pensent qu'ils ont les moyens de la guerre si nous les y aidons. Et les Russes, eux, pensent aussi qu'ils ont les moyens de gagner la guerre. C'est ce que pense Vladimir Poutine. Et il y a une troisième phase dans toutes les guerres. Cette troisième phase, c'est celle vers un compromis final, soit par victoire claire. Et là, il y a un armistice. Et là, c'est par exemple 1918 ou 1945. Soit c'est moins clair, il faut faire des compromis. C'est la guerre des Corées en 53 ou 73 entre Israël et l'Égypte. Une troisième phase qui paraît extrêmement lointaine. On n'y est pas du tout. Pour le moment, on est dans la deuxième phase. Ça veut dire qu'il va y avoir, pour répondre à votre question, évidemment qu'on ne va pas en rester là. Il va y avoir une contre-offensive côté russe et une contre-offensive côté ukrainien. C'est bien évident. Et les deux s'y préparent. Et cette vague de froid qui est actuellement en train de vivre ce territoire pourrait être un atout, entre guillemets, pour les Russes. En tout cas, ils s'en servent. Je ne sais pas. Toujours est-il que les spécialistes sur le terrain disent que sur le terrain, même s'il n'y a pas de percée notoire du front par les Russes, ni de percée notoire du front par les Ukrainiens, qui attendent les tanks, etc. Il y a cependant, côté russe, des signaux qui montrent effectivement que cette offensive ne serait peut-être pas l'offensive massive à laquelle on s'attendrait, mais serait peut-être une multi-offensive à bas bruit qui aurait déjà commencé. Je vous écoutais récemment et je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur les Russes. En tout cas, vous expliquez très bien, il n'y a pas un seul Russe, il y a différentes opinions qui s'expriment, mais la partie honteuse des Russes, du fait que leur armée n'arrive pas à gagner cette guerre, qu'ils espéraient gagner très rapidement, éclair. Tout à fait. Comme ils ne la gagnent pas, certains considèrent qu'elle n'a même pas commencé. Exactement. Ça vous a été dit et exprimé ? Ça m'a été dit, exprimé maintes et maintes fois, et ça m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que, oui, une majorité des Russes veut gagner cette guerre et est derrière son président, même si ils sont en colère, justement parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne la gagnent pas. Ça montre bien que quand même les Russes sont au courant de la situation. Ils sont abreuvés de propagande, bien sûr, mais ils ne sont pas dupes tout à fait de cette propagande. Donc ils sont en colère et ils sont même honteux. Alors il y a ceux qui sont honteux, mais qui sont des pro-guerre, et ceux-là ils sont honteux parce qu'ils n'arrivent pas à la gagner, parce que ça et qui disent elle n'a pas encore commencé, il faut y aller plus fort, on ne comprend pas pourquoi notre président n'y va pas plus fort. J'ai entendu ce discours. Et il y a ceux qui sont honteux, ils sont bien moins nombreux, mais ils existent aussi, il faut le souligner, qui sont honteux que cette guerre existe, qu'elle soit menée, et ils se disent comment on va continuer à vivre après, puisque les Ukrainiens, la géographie du monde, on ne va pas la changer, et il va falloir, cela pense à l'après-guerre. Concernant les pertes humaines sur le terrain, les chiffres restent relativement flous. Oui, les chiffres ne sont pas officiels des deux côtés. Absolument. Si cette guerre dure, on le dit, le prix humain est gigantesque, est-ce que Poutine sera soutenu par sa population? Est-ce que, avec en ligne de mire aussi une élection présidentielle en 2024 Vous avez raison de souligner cette élection. Pour moi, c'est ça le nœud, c'est l'élection au printemps 2024. C'est-à-dire que si Vladimir Poutine, c'est pour ça qu'il continue aujourd'hui, droit dans ses bottes, c'est qu'il croit encore à la victoire. C'est la preuve qu'il croit à la victoire. S'il pense qu'il aura cette victoire, il se présentera en 2024. En revanche, s'il pense que courant 23, il n'y aura pas de victoire claire côté russe, là, il va essayer de chercher, comme avait fait Boris Yeltsin avec lui, un successeur pour ne pas porter la responsabilité d'un échec. Très rapidement, Aniva, on arrive à la fin de cet entretien. Retirer ou non la Légion d'honneur à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a dit qu'aujourd'hui, il ne s'interdisait rien. Est-ce que ça serait un message fort ? Ça n'est pas à moi de le dire. En tout cas, ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron, évidemment, là, ne prend pas parti non plus. C'est-à-dire, il ne s'engage pas pour dire qu'il faut la retirer ou qu'il ne faut pas la retirer. Merci infiniment, Anne-Niva, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle l'un de vos derniers ouvrages, Un continent derrière Poutine, point d'interrogation.